C'est vendredi, c'est le jour de Ourbi et Torbi, en réalité découpé en deux, puisque hier, Édouard, dans les colonnes du Courrier, tu as produit un papier dont tu vas nous dire quand même quelques mots sur la déclaration des évêques à propos des élections européennes. Et puis nous allons parler des critiques à Rome contre le pontificat de François. Parle-nous de la déclaration des évêques sur les élections européennes. Alors oui, peut-être que nos auditeurs ne savent pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la COMES, qui est la Commission des conférences épiscopales européennes, et qui, donc chaque conférence épiscopale dans chaque pays où l'Église catholique est implantée, envoie quelques évêques la représenter dans cette commission européenne des évêques, on pourrait dire, mais elle est purement consultative. Et bon, il y a un texte qui a été publié il y a quelques jours de prise de parole sur les élections européennes. Alors, je résume. Premièrement, il faut aller voter. Deuxièmement, l'Union européenne, ça vient d'une belle idée dans laquelle les catholiques ont joué un rôle dans les années 50. On se rappelle que Robert Schuman, Adenauer en Allemagne, De Gasperi en Italie étaient effectivement des catholiques engagés et très, très pratiquants. Troisièmement, nous constatons que l'Union européenne n'est plus toujours très catholique aujourd'hui. On s'en serait aperçu sans eux, mais c'est bien qu'ils le disent. Et quatrièmement, mais malgré tout, il faut voter que pour les partis qui sont pour l'Europe. Voilà le message. Alors, c'est assez. Moi, je dirais que c'est presque pathétique parce que déjà que les conférences épiscopales dans chaque pays sont hors sol, sont très bureaucratisées, elles contribuent à éloigner les évêques de leurs fidèles dans les diocèses. Elles empêchent souvent la liberté d'expression parce que en général, on n'ose pas dire quelque chose qui va contre ce qu'a décidé la majorité de la conférence épiscopale. Mais alors là, on est au niveau au-dessus. Il y a une couche de plus. Et je pense que c'est vraiment dommage, c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit hier dans le courrier. Je pense que c'est vraiment dommage parce que les gens ont besoin de repères. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment voter entre les partis qui Là, ils ont sont. un repère. Ils ont un repère, c'est-à-dire. C'est-à-dire que si les évêques leur disent voter pour des partis pro-européens, pro-Union, les évêques leur fixent un repère. Oui, les évêques leur fixent un repère, mais qui est un coup d'épée dans l'eau du point de vue des évêques et qui va éloigner un peu plus les gens de l'Église. Parce que beaucoup de catholiques aujourd'hui n'ont aucune envie de voter pour Monsieur Macron. Et ils savent à peine qui est Monsieur Bellamy. Et les catholiques français sont très partagés. Hein, et si tu prends les pratiquants, aux dernières élections, c'était moitié-moitié. Est-ce que Donc, Bellamy est soutenu par les cathos? un petit peu, mais il a peu de notoriété. Mais il est un peu soutenu, oui. Donc, il va avoir un peu de vote. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, parmi les pratiquants, tu as une moitié qui vote Renaissance, et puis tu as souvent les plus âgés, et tu as une moitié qui vote, dont le vote se répartit entre les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national. Et ceux-là, finalement, ils sont provoqués par la déclaration des évêques, puisqu'ils ont le sentiment qu'il n'y a pas le courage d'une critique. La critique est amorcée vis-à-vis de l'Union européenne, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Mais par ailleurs, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire, est-ce que c'est un bon service que les évêques européens rendent à l'Union européenne, alors qu'ils pourraient avoir une voix critique et forte, et qu'elle est certainement attendue, y compris au sein des institutions européennes, par certains. Mais alors, le vieux principautaire liégeois que je suis te répondra quand même qu'en 1937, de mémoire, 37 ou 38, Léon de Grelle a perdu les élections législatives en Belgique parce que le cardinal Van Zeeland a finalement demandé aux Belges, aux catholiques belges, de ne pas voter Rex à l'époque. Et ça a permis de sauver le système de Verzuiling, comme on disait à l'époque quand j'étais petit en Belgique, et d'éviter que Rex ne prenne le pouvoir. Ça veut dire que quand même les évêques, ils ont le souvenir que l'appel au vote, ou au boycott ou
au veto contre tel ou tel candidat avait une efficacité sur l'électorat. Ça a existé. Alors, ça existait. Surtout, ça avait de l'efficacité à une époque où il y avait 40% ou plus de pratiquants dans les pays, dans les régions catholiques. Évidemment, la voix des évêques a été très entendue tant que le communisme était fort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus douteux. D'ailleurs, en France, depuis 2017, la conférence épiscopale ne donne plus d'avis puisqu'ils ont très bien compris, ils l'avaient vu déjà dans l'analyse des élections de 2012, que le vote catholique aujourd'hui est très éclaté et qu'il y a des catholiques qui n'ont pas peur de voter, par exemple, pour le Rassemblement national. C'est plus un tabou. Bon, mais je redis, puisque je vais quand même te taquiner un peu, que les bigots flamands, alors Voilà, c'est voilà. moins vrai aujourd'hui, mais dans les pays bigots, notamment quand j'étais petit, les Flamands étaient très bigots. En tout cas, voilà, la chanson de Jacques Brel, Les Flamands, Oui, décrivait une réalité que moi j'ai connue enfant. bien sûr, bien sûr. Les bigots flamands étaient quand même très soucieux de ne pas déplaire à l'évêque par peur d'aller ou en enfer ou de se rajouter des années de purgatoire. Ça a fonctionné à une époque. On Bien a oublié. sûr. Ah, mais je parle d'aujourd'hui, moi. Ouais, voilà. Mais souvent, quand je lis des commentaires sur les bienfaits voilà, moi, j'ai connu quand même un monde où c'était moins drôle. Qu'est-ce qui se passe à Rome quels sont les samizdat qui circulent sous le manteau à Rome pour critiquer au Vatican, pour critiquer Alors, le pape? on est je pense, dans un véritable roman policier, une intrigue en fait, parce que c'est la fin du pontificat. Personne ne sait quel sera le terme, mais euh, tout le monde sait que le pape François est moins vigoureux qu'avant et qu'il est malade, qu'il est souffrant. Et puis surtout, pour la première fois, on en a parlé ces dernières semaines, son autorité est contestée, alors que jusque-là, il avait été réellement craint par ses adversaires. Alors, il circule depuis quelques mois un document dans Rome, mais qui maintenant est en train d'atteindre les médias mainstream, hein, qui avait été signé anonymement par un certain Demos. Alors on s'est demandé qui c'était et le document était intéressant parce que c'était une critique sans complaisance du pontificat du pape François pour beaucoup de raisons que nous avons citées dans nos chroniques, à la fois l'autoritarisme, l'engagement trop marqué sur des causes séculières comme l'écologie, la crise de la doctrine, le fait que le pape s'en soit pris violemment aux chrétiens les plus conservateurs ou les plus traditionnalistes, etc., etc. Alors, le document circulait, mais on ne savait pas qui c'était. Et puis, il y a un cardinal australien, le cardinal Pell, qui est mort il y a quelques mois. Et alors, cardinal Pell, c'est une histoire à beaucoup de rebondissements parce que c'était quelqu'un de très respecté. Il avait été recruté par le pape François pour participer à la réforme des finances du Vatican. Simplement, si on comprend bien, il avait le défaut de prendre la réforme au sérieux. C'était pas simplement de la com. Donc, il a été en 2019 mis à l'écart et c'est mystérieux. Il est retourné en Australie parce qu'il était attaqué pour des actes de pédophilie. Il a même été incarcéré plusieurs mois. Et il a fait appel de la condamnation et il a été blanchi au terme du procès. Donc, il est revenu vivre à Rome où il est décédé en 2023 et avant de mourir, il a rédigé ce document. Et après, pardon, le document de Démos, oui. C'est un brûlot. C'est un brûlot, voilà. Et après sa mort, un journaliste italien assez connu dans les milieux vaticanistes, Sandro Magister, a révélé l'identité de l'auteur.
Alors, le texte est très intéressant. C'est vraiment l'Église vue de l'intérieur et le Vatican vu de l'intérieur. Et alors, il a suscité des émules puisque maintenant il y a un Démos 2 dont on ne connaît pas encore l'identité. Et ce Démos 2 a publié un document qui prend la suite, qui est peut-être moins incisif, mais qui signifie qu'il y a beaucoup de gens dans le collège des cardinaux ou à Rome qui réfléchissent sur l'après. Et je ne serais pas étonné que le prochain conclave dure plus de jours que d'habitude, dure assez longtemps, parce que m'est avis que les cardinaux vont beaucoup réfléchir avant de savoir pour qui ils votent. Mais alors, il y a quoi dans ces brûlures? On reproche quoi à François? Euh, D'abord, de trop parler. L'idée étant quand même que la parole pontificale, elle a du poids et qu'elle doit rester rare. Ensuite, de parler sans qu'on sache vraiment si il engage son autorité d'évêque de Rome ou pas. Troisièmement, d'être théologiquement souvent confus ou mal étayé. Quatrièmement, de faire de la communication à outrance. Et alors, je pense qu'un des reproches les plus durs dans ces documents consiste à dire il n'y a pas eu de vraie réforme des finances du Vatican. Il y a eu beaucoup de communication, mais au fond, c'était beaucoup plus pour les apparences que dans la réalité. Et donc, quand on met toutes ces critiques-là bout à bout, avec aussi des critiques sur un style trop abrupt et manquant de charité vis-à-vis de telle ou telle communauté de l'Église. Et puis, au fond, on voit surgir ce que moi j'ai pu écrire et que certains m'ont reproché, c'est-à-dire que au fond, le pape François a de la sympathie pour les idées du Great Reset et il n'a pas pris suffisamment ses distances. Et donc, on lui reproche, c'est la confusion entre une sorte de messianisme temporel, un mondialisme temporel, et puis le fait que l'Église catholique, effectivement, soit, comme le dit son nom, se veuille universelle. Bon, ben écoute, si tu as l'occasion de mettre la main sur ces démos, peut-être qu'on pourrait publier des extraits dans Oui, le courrier. Je suis sûr que ça amusera un certain nombre de gens, mais je note quand même qu'il est très injuste, de mon point de vue, de considérer que les coups de gueule du pape sont un manque de charité. bon, Je trouve qu'il faut réhabiliter le mauvais caractère. voilà, il a encore un défenseur, c'est très bien. Il comptera sur un franc-maçon pour être défendu. Parfait, parfait. Bon, Allez, mais si j'ai bien compris, un franc-maçon qui ne croit pas à Satan, c'est ça? alors moi, nous croyons bien au bien, à la coexistence du bien et du mal nécessaire en chaque individu. C'est la vieille pensée libertarienne de la fable de Mandeville, de la société Et, progresse autant par les vices que par les vertus. et le grand Goethe dans Faust. Donc, je vois que là, je me suis refait un certain nombre d'ennemis. Les militants de l'UPR vont pouvoir écrire partout et bien d'autres vont pouvoir écrire partout que je suis un horrible franc-maçon. Allez, à bientôt, Edouard. À bientôt, Eric.